j'ai commencé cette introduction par l'identification des enfants intellectuellement précoces avec une petite image de parents qui sont émus devant leur progéniture, juste pour rappeler que toutes les études montrent malheureusement que les parents sont souvent plus compétents que les professionnels qui passent quand même pas mal de temps, soit à l'école, soit éventuellement des psychologues, sont plus compétents, les parents, pour repérer les compétences de leurs enfants. Donc ça peut aussi être intéressant de leur faire confiance dans un premier temps et d'écouter un petit peu les éléments qu'ils peuvent apporter à cette identification, justement, au moins dans un premier temps. Alors, on va changer de présenter les outils. Alors c'est vrai que je suis donc conseiller d'orientation psychologue, je m'intéresse à la précocité depuis une quinzaine d'années, j'interviens pour les enfants, les parents et aussi pour les enseignants dans un cadre pédagogique pour justement expliquer comment on peut faire des aménagements particuliers. Et donc effectivement on utilise des outils dans le cadre de la psychologie qui ne sont malheureusement pas des QI mètres, c'est-à-dire on n'a pas une mesure qui serait absolue et rigoureusement scientifique. Elle a des avantages, mais elle présente aussi des défauts. Là, je vais juste vous brosser un rapide descriptif du contenu de certains éléments qui peuvent être intéressants dans le cadre des EIP. Donc, comme ça a déjà été dit, les outils de dépistage commencent vers 2-3 ans. Et puis, peuvent se poursuivre. Il peut y avoir des dépistages tardifs. Ça va jusqu'à 77 ans. L'essentiel, moi, de ma pratique se fait avec le WISC 4 et puis l'échelle de Wechsler pour adultes. Mais effectivement, dans le cadre primaire, on a aussi un outil qui est un peu plus adapté aux plus jeunes. Bon, rapidement, c'était pour vous faire voir qu'il y a une alternance entre l'adaptation et la mise à jour de tous ces outils. Je passe rapidement dessus, mais sachez que ces 3 outils, à différents âges scolaires, se complètent, échangent des outils au fur et à mesure des adaptations et des aménagements, et que ça peut aussi être intéressant de voir comment on pourra peut-être accéder à un outil qui serait commun et qui irait un seul outil qui irait de 2 ans à 77 ans. La structure du WISC 4 actuellement est en 4 grands pôles, qui est composé de 10 subtests principaux qui sont mis ici en gras, et de 5 subtests que l'on peut utiliser de façon complémentaire, notamment pour voir certaines particularités d'enfants, soit dans un schéma de dysfonctionnement, soit par exemple, comme je le fais de temps en temps pour certains EIP pour lesquels je veux tester ces petites compétences-là, l'item d'information qui est facultatif mais qu'on peut utiliser pour voir le niveau de culture générale et la diversité des connaissances. Alors forcément, je vais aller un peu vite. Je vais être aussi je vais pas être du tout nuancé. Donc si jamais je ne l'étais pas suffisamment, n'hésitez pas à crier au secours. Voilà. Alors, ce qui est important de voir, c'est que sur les éléments qui sont présentés à votre gauche, l'indice de compréhension verbale, ICV, et l'indice de mémoire de travail, on a des éléments qui sont essentiellement verbaux. Donc c'est intéressant parce qu'on stimule ces zones cérébrales, verbaux et auditifs. Voilà. Et sur un autre versant, on stimule la vision avec l'indice de raisonnement perceptif et l'indice de vitesse de traitement, dans lequel on fait aussi intervenir, justement, on en a parlé tout à l'heure, des aspects graphomoteurs ou de la coordination œil-main. Donc en fait, ce sont ces éléments-là qui vont nous donner voilà, différents éléments. On ne mesure pas qu'une seule chose et on ne mesure évidemment pas uniquement que les capacités logico-mathématiques, comme c'est parfois reproché à certains tests. Avec ces outils-là, on a vraiment une vision beaucoup plus globale. Alors, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'on a... alors, je ne sais pas à quel niveau c'est utilisé, mais on a quand même d'autres indices qui se rajoutent aux 4 que l'on connaît souvent, hein, 4 indices, sauf qu'on a aussi un indice d'aptitude générale, IAG, qui était déjà utilisé précédemment dans les autres échelles, qui a cet avantage avec les hauts potentiels, c'est qu'il permet de faire la différence avec l'indice de compétences cognitives. Ces 2 indices, en fait, sont des regroupements un peu différents des performances.
Et il est essentiellement, alors je ne pourrais pas dire que c'est la base originale, mais il est essentiellement basé sur le constat que les enfants au potentiel avaient des chutes ou une chute dans les indices qui sont justement constitutifs de l'indice de compétences cognitives, qui sont des compétences un peu plus simples, un peu moins complexes. La mémoire de travail et la vitesse de traitement. Souvent, les enfants au potentiel vont avoir des chutes à l'un ou l'autre de ces deux indices, ce qui pouvait les pénaliser et faire croire indûment qu'ils ne relevaient pas du haut potentiel. Quand on sépare ces deux indices et qu'on calcule, enfin qu'on obtient l'indice d'aptitude générale, on peut avoir dans certains cas, il y a des règles à suivre pour prendre en compte cet indice-là à la place du total. L'indice d'aptitude générale peut rendre mieux compte des compétences des EIP que le total, que l'on fait plus classiquement et plus généralement. Donc voilà, ça peut être un élément intéressant, mais bon, moi je l'utilise depuis de nombreuses années, mais peut-être que vous aussi, a priori, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans l'usage classique de ces échelles de Wechsler, parce que dans la version qui devrait sortir, c'est quelque chose qui sera automatisé. Alors, l'intérêt de ces échelles, notamment pour les personnes qui les connaissent un peu moins bien, c'est d'offrir une comparaison des performances cognitives vis-à-vis d'autres enfants. Donc on n'est pas dans une notation, dans une évaluation absolue, on est tout à fait relatif par rapport à ce que font les autres enfants de même âge, avec quelque chose qui est très fin pour les plus jeunes enfants et qui l'est un peu moins si on utilise par exemple la Weiss dans le cadre du lycée. On n'a plus le découpage de 3 mois en 3 mois, ce sont sur des années donc, que c'est fait. Ces échelles permettent aussi de faire des hypothèses diagnostiques pour des troubles des apprentissages qui seraient associés au potentiel. Évidemment, enfin, on pourrait, ça paraît une évidence, mais je le répète quand même, moi je pars du principe que le haut potentiel n'est pas une pathologie. C'est vrai qu'on est obligé de le mettre dans le cadre des enfants à besoins particuliers qui ressemblent un petit peu au traitement des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage ou des handicaps, mais le haut potentiel est une ressource, et de mon point de vue, et en aucun cas quelque chose qui serait déficient, défaillant ou qui serait un problème. Dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas le haut potentiel qui pose un problème, ce sont des troubles qui sont associés, soit des troubles des apprentissages classiques, soit des troubles du comportement qu'il convient d'identifier. Alors, les échelles de Wechsler ne sont pas les outils idéaux pour le faire, mais ils permettent de dégrossir pas mal ces questions-là, pour justement faire des hypothèses et non pas... On peut aussi utiliser ces échelles pour suivre les effets de prise en charge qui sont spécifiques ou d'un traitement, lorsque c'est le cas. Alors, la stabilité de ces outils est discutée forcément à la conception. Elle cherche à être bonne, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des outils qui sont stables dans le temps, heureusement, parce que sinon la mesure ne voudrait plus rien dire. Les quelques études, parce que dans le monde il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites, si mes souvenirs, enfin si mes connaissances sont à jour, plutôt il y en a 3 ou 4 dans le monde qui ont été faites sur la validité dans le temps de ces outils-là. Moi je vais vous citer que les résultats de la toute dernière qui a été faite par M. Le Cerf en 2013 et qui indique que la stabilité est plutôt bonne, mais qu'elle est franchement meilleure pour les indices que je vous ai indiqués là, c'est-à-dire la compréhension verbale. Sur 2 ans, on a quelque chose qui frise les 90-95%. Sur le total, le QI total, vraiment je n'utilise pas le mot QI parce qu'il n'y a plus de quotient, donc c'est un total d'échelle, j'utilise plus ce vocable-là. Et sur l'indice d'aptitude générale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la composante compréhension verbale et raisonnement perceptif. Donc sur ces 3 données-là, on a des mesures qui sont vraiment stables au niveau inter-individuel. La petite nuance peut être importante, mais sur 2 ans. Donc on a des choses qui, si on ne fait rien ou pas grand-chose, sont stables et peuvent donc nous donner des bases de réflexion ou de compréhension de ce qui se passe chez l'enfant. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est au niveau intra-individuel, c'est-à-dire au sein des résultats de chaque enfant. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement discuté parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on observe ces choses-là. Mais lorsqu'on fait passer des tests
Alors, sur une population, on a une bonne stabilité des 3 indices que je vous ai donnés là. Par contre, on observe des variations qui peuvent être assez importantes chez un même enfant. Alors, on ne sait pas bien pourquoi, et ce ne sont pas uniquement que des évolutions positives, hein, ce sont aussi des évolutions négatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui vont chuter leur score. C'est pour ça que la séparation des résultats en limite, normal faible, normal fort, supérieur et très supérieur est un petit peu remise en cause parce qu'il y a trop de passages d'une catégorie à l'autre sur le temps pour un même enfant. Donc on s'achemine un petit peu plus sur trois grandes sections qui seraient faibles, normales et fort. Voilà. Qui évitent cette chose-là. En fait, effectivement, 75% des enfants, enfin, moins de 75% des enfants ont des performances qui sont similaires, c'est-à-dire qu'en moins de 10 points d'écart d'un test à l'autre, et ce qui statistiquement n'est pas satisfaisant pour les chercheurs, parce qu'ils visent plutôt le 90-95%. Alors, l'homogénéité des protocoles, c'est une question qui est souvent discutée à propos des hauts potentiels, parce qu'elle fait débat, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc là, c'est quelques points de repère que je vous donne. Évidemment, l'aspect est un petit peu plus technique, mais voilà. Alors, on rappelle quand même que plus de 80% des protocoles sont hétérogènes. C'est-à-dire que l'hétérogénéité, c'est la norme. C'est comme ça qu'un humain normal fonctionne. Il n'y a plus, comme on le pensait dans les années 70, un besoin d'avoir un protocole homogène pour être normal. Un individu classique, sans aucun problème, a obligatoirement un protocole hétérogène. Sauf que l'hétérogénéité, ce ne sont pas 2 indices qui seraient divergents de leur moyenne, mais on parle d'hétérogénéité à partir de 3 ou 4 indices. Alors c'est un point qui est un petit peu technique, mais je le rappelle surtout aux psychologues qui sont dans la salle. Souvent, on a des... Alors moi, je peux lire des comptes rendus de médecins ou de psychologues qui déclarent que lorsque les 2 premiers indices, hein, compréhension verbale et raisonnement perceptif, ont un écart trop important, ils s'empressent de déclarer que le protocole est hétérogène. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on évalue l'homogénéité d'un protocole. Donc on ne se limite pas plus du tout à la comparaison de seuls 2 indices. Le fait que les indices soient hétérogènes nous incite à penser juste une seule petite chose, c'est que la synthèse globale ne sera pas pertinente. C'est tout. Par contre, c'est dans la norme, voilà, c'est normal que ce ne soit pas homogène. Il n'y a pas forcément de pathologie derrière ou de complications à supposer. C'est juste que la note totale n'est statistiquement pas très descriptive des performances globales de l'enfant. Alors, l'hétérogénéité n'a rien à voir aussi avec l'invalidité du protocole, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment je répète, mais un protocole hétérogène, c'est la norme, donc le protocole est complètement valide. On a évidemment un protocole qui est valide, par contre, on a juste une hétérogénéité de résultats. Voilà. C'est comme si vous faisiez une analyse de sang, et puis que certains aspects sont franchement déviants des normes qui sont données. L'analyse de sang reste complètement valide, c'est juste que certains éléments sont divergents. Ce qui peut être aussi intéressant pour l'hétérogénéité, c'est de voir l'hétérogénéité intra-indice, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même indice, les 4 que je vous ai présentés tout à l'heure, il faut regarder si les éléments qui les constituent sont cohérents entre eux ou s'il y a des choses qui sont un petit peu divergentes. Et l'hétérogénéité qui serait inter-indice, c'est-à-dire qu'entre ces 4 indices-là, on a des choses qui sont différentes. Alors chez les EIP, il est normalement classique, normalement, de considérer qu'un enfant présente un haut potentiel lorsque l'indice de compréhension verbale ou de raisonnement perceptif ou le total atteignent ou dépassent 125, 130. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance, enfin de ce que j'entends, à souvent considérer que c'est le total qui doit atteindre ou dépasser 130. En fait, non. On peut largement, et c'est bien confirmé par toutes les études qui sont faites là-dessus, qu'on peut considérer que le potentiel est réalisé lorsque l'un des 2 indices complexes, compréhension verbale et raisonnement perceptif, atteignent ou dépassent 130. J'ai mis 125 parce que dans les
dans les intervalles de confiance, la note de 125 permet d'atteindre le score de 130. Donc il est inclus à l'intérieur dedans. Ce sont plutôt les anglo-saxons qui utilisent cette petite marge. Elle n'est pas forcément ridicule et elle peut être aussi intéressante, notamment chez des enfants qui sont à haut potentiel mais qui rencontrent des troubles des apprentissages et qui n'atteignent pas les fatidiques 130. Chez les EIP, on a l'indice d'aptitude générale qui est fréquemment supérieur à l'indice de compétences cognitives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, vous avez peut-être vu les récentes découvertes qui ont été faites par l'équipe de Lyon et en particulier par Fanny Nussbaum, qui présente justement, enfin qui s'est interrogée depuis des années parce que la question justement des qu'est-ce qu'un enfant au potentiel n'était pas vraiment résolue. Elle offre une piste qui me semble vraiment intéressante. C'est d'avoir pu décrire qu'il existe des enfants qui sont à potentiel et qui ont ce qu'elle appelle un profil laminaire. C'est-à-dire que, comme mon petit bonhomme vous l'indique, ce sont plutôt des enfants en réussite, des enfants qui ne présentent aucun problème scolaire, ni sociaux, ni d'épanouissement. En général, ils sont très sociaux, ils font des activités sportives normalement. Et à côté de ça, des enfants qui présenteraient, et qui semblent être beaucoup plus nombreux, un profil complexe et qui, eux, sont un petit peu plus agités, souvent en difficulté scolaire, voire en échec, et qui, eux, ne correspondent pas au descriptif premier de ce que le haut potentiel est, mais rencontrent des complications qui ont amené justement cette chercheuse à étudier leur fonctionnement. Et effectivement, il y a des différences notables entre les deux types de profils de ces enfants au potentiel. Alors, rapidement sur un petit cas précis, un enfant de 9 ans donc, qui présente un indice de compréhension verbale de 140 et un indice de raisonnement perceptif de 109. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'écart entre les deux indices. Donc ça déjà c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous. La conclusion qui n'est pas la mienne mais qui est celle que j'ai retrouvée dans un document indique que c'est une source de disharmonie. Alors ce n'est pas forcément une source, il faut l'avoir à l'esprit. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de décalé chez ce type d'enfant. La vitesse de pensée étant beaucoup plus rapide que l'action, alors c'est vrai, et comme ça a été dit précédemment, l'action c'est souvent l'écriture, et c'est vrai que certains de ces enfants qui ont un décalage important vont avoir du mal à pouvoir coucher sur le papier ce qu'ils pensent et aller au même rythme que leur pensée sur le papier. Donc la vitesse de pensée, on peut l'imaginer qu'elle est matérialisée par la compréhension verbale et l'action par le raisonnement perceptif. Ça, c'était juste pour rappeler donc les notes qu'il obtient pour obtenir ces notes-là. Alors c'est vrai que les notes de code et symboles, vous voyez, parfois peuvent être chutées. C'est intéressant à voir, mais voilà, ce n'est pas systématique. Par contre, c'est extrêmement fréquent. Alors, la conclusion qui était donnée, c'est le résultat de cette disharmonie des difficultés de concentration et d'attention. Donc, cette petite conclusion, je la mets parce qu'elle me semble assez symptomatique d'une compréhension qu'on fait parfois, enfin, qui me semble qu'on fait parfois à l'envers. Je ne pense pas, enfin, jusqu'à preuve du contraire, que ce soit pertinent, parce que ce n'est pas le fait d'être disharmonique qui fait qu'on a un problème de concentration et d'attention. De mon point de vue, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent un trouble de l'attention et de la concentration qui va créer cette incapacité pour l'enfant, pour certains enfants, à produire des résultats homogènes comme on pourrait s'y attendre. Donc en fait, c'est la tension et la concentration qui sera observée, évaluée durant la passation, mais ça peut être aussi dans le cadre scolaire. On a tout un tas d'éléments cliniques donnés par les enseignants, aussi par les parents, qui peuvent affirmer ou compléter ce que l'on observe durant le bilan. Alors c'est vrai qu'il faudrait l'accompagner en gestion mentale pour qu'il canalise son impulsivité. Alors c'est vrai, sauf que la gestion mentale sur ce type de difficulté n'est pas toute puissante et c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors je vous donnais un exemple d'un jeune aussi de 13 ans, 7 mois, donc il y a toute l'anamnèse, mais je vais vous la passer, est-ce qu'elle est un petit peu longue, j'ai juste mis en gras pour que ce soit plus prégnant certains éléments.
On a un enfant qui aimait bien faire du pliage, qui aurait pu bénéficier d'un double niveau, mais ça n'a pas été fait par l'équipe du primaire. Alors ça aussi, c'est quelque chose que l'on rencontre fréquemment. Des enfants qui pourraient sauter une classe, qui pourraient aller dans des doubles niveaux, mais auxquels on refuse cette accession, souvent au motif qu'ils sont immatures, sauf que l'immaturité peut perdurer comme ça jusqu'en terminale. Et c'est dommage, je pense, d'utiliser cette raison-là pour empêcher certains enfants à devancer un petit peu les connaissances ou à les mettre en appétit sur des choses un petit peu plus complexes qui, pour certains d'entre eux, les motivent un peu plus. Donc il y avait une écriture laborieuse, il y a eu un bilan qui conclut à une dyspraxie. C'est un enfant qui est myope et qui, à l'âge de 13 ans, n'a eu des lunettes que tardivement, puisqu'il avait 13 ans, 5 mois lorsqu'il a eu ses lunettes, ce qui est assez tardif pour une correction de myopie, mais ce qui peut aussi nous alerter parce que certains enfants au potentiel compensent un trouble, soit un trouble des apprentissages, soit un trouble de ce type, et on ne se rend pas toujours compte qu'ils ne voient pas ou qu'ils ont du mal dans certains domaines parce que leur haut potentiel leur permet de compenser, d'aller plus vite malgré cette difficulté. Alors je vous ai mis là les résultats rapidement sur comment on peut les obtenir sur les grilles avec les échelles de Wechsler. Juste pour vous montrer que cet enfant qui est dyspraxique, il y en a 3 éléments qui sont intéressants pour évaluer la dyspraxie, l'épreuve des cubes et les épreuves de la vitesse de traitement. Donc ce sont des choses vraiment intéressantes à observer là-dessus. On a aussi des éléments qui sont intéressants sur les qualités d'attention et qui, dans le cas de ce petit Guillaume, enfin de ce jeune Guillaume plutôt, sont intéressantes et paradoxales. Je vous souligne juste un petit paradoxe qui est intéressant à voir là, parce que souvent on n'utilise pas du tout ces notes d'ordre direct et d'ordre indirect. On utilise juste la note globale et c'est dommage parce qu'elles sont intéressantes. En ordre direct, il a obtenu une note de 11 qui est une note ce qu'on appelle normative, c'est-à-dire qu'elle est dans la norme, elle est comme il faut, correcte. Mais vous voyez que l'empan qui est sur la droite apparaît à 7, c'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, il n'y a que 33% des jeunes de cet âge-là qui obtiennent une note de 7, qui normalement est obtenue un petit peu plus tard. C'est-à-dire que c'est un enfant qui présente sans doute une bonne compétence de mémoire auditive, mais qu'elle ne se traduit pas en score par quelque chose de très élevé, 11 étant une note dans la norme. Donc on peut s'interroger sur comment cet enfant obtient 2 notes, enfin deux indications qui ne sont pas contradictoires l'une à l'autre, mais qui peuvent paraître contradictoires. Et bien, souvent, justement, c'est parce que l'enfant n'arrive pas à maintenir son attention durant ce type d'épreuve. Donc réussit une épreuve sur 2, mais il va loin. Donc avec une épreuve sur 2, il a peu de points, mais comme il va loin, il manifeste un empan qui est plutôt élevé dans son cas. Et inversement, à l'empan inverse, il obtient une note de 3, qui pour son âge est une note très faible. 98% des enfants de son âge obtiennent cette note-là, c'est-à-dire que c'est vraiment très facile de l'obtenir. On peut donc là supposer vraiment qu'il y a un défaut d'attention auditive qui pourrait être intéressant d'investiguer plus avant. On remarque aussi que, enfin moi j'utilise cette petite particularité qu'on peut faire. Sur l'épreuve de code, vous voyez qu'entre parenthèses, j'ai mis mémo 4 sur 9, parce que je demande toujours aux enfants de me rappeler parmi les 9 éléments qui pouvaient être à mémoriser, desquels ils se souviennent. Et donc là, dans le cas de Guillaume, c'était 4 éléments sur 9, ce qui aussi est un petit peu juste à son âge. Alors c'est un empan visuel, mais il nous donne une information qui me semble complémentaire des 2 autres. Et dans son cas, lui, on devrait plus être proche des 5, 6 que du 4. On observe aussi le nombre d'erreurs. Alors c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant pour des enfants qui ont des difficultés soit d'attention, soit des troubles visuels, qu'il y a 2 erreurs à l'épreuve de symboles. Outre la note, vous voyez, souvent on se contente de la note, alors il aurait 6, on trouverait que ce n'est pas terrible, sauf que là on peut avoir une indication supplémentaire qui nous indiquerait qu'il y a sans doute quelque chose de l'ordre du trouble visuel, ce qui est confirmé par le fait qu'il a des lunettes depuis très peu de temps et qu'il devait donc avoir des difficultés de perception ou d'analyse de ce qu'il voyait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces enfants qu'on soupçonne à haut potentiel, je rajoute l'épreuve d'information souvent. Alors dans le cas de Guillaume, elle est plutôt homogène et plutôt d'un très bon niveau, hein, il a 19. Ce n'est pas toujours le cas parce que vous avez certains enfants qui sont
dans des champs de connaissances assez restreints et qui peuvent être soit très très bons que en sciences, dans les épreuves dans les questions scientifiques de l'épreuve d'information, soit très très bons en géographie ou littérature. Et cette épreuve, elle a l'avantage de balayer un spectre assez large de connaissances. Donc voilà, on peut aussi voir si ces enfants-là ont une curiosité qui est plutôt assez diffuse et large, ou si au contraire, ils ne l'ont pas. Chez certains enfants qui présentent aussi un déficit attentionnel, notamment en classe, on va avoir une difficulté parce qu'ils ne retiennent pas des choses qui sont simples. Donc ils vont pouvoir répondre à des questions complexes, par exemple de ces épreuves, notamment les épreuves verbales. Donc ils vont pouvoir répondre à des questions qui sont complexes, mais c'est-à-dire d'un haut niveau, mais se tromper sur d'autres qu'ils auraient dû connaître et qu'ils auraient dû maîtriser. Souvent, ça vient du fait que justement, ils écoutent d'une oreille distraite des choses qui les stimulent peu et ils ont tendance à être un peu plus intéressés et motivés par des choses un peu plus exceptionnelles ou décalées, divergentes. Oui, donc voilà, donc ça, ce sont les totaux, les notes de synthèse des 4 indices. Comme vous le voyez, vous avez en indication donc l'indice d'aptitude générale qui est à 130, alors que le total, vous voyez, le QI total est à 113, l'indice d'aptitude générale est à 130 et l'indice de compétences cognitives est à 84. Donc j'ai pris évidemment cet exemple qui est assez symptomatique de certains enfants au potentiel, pour montrer que malgré qu'on ait un total uniquement à 113, c'est-à-dire pas si fort que ça, il est quand même intéressant de pouvoir se pencher un peu plus sur le haut potentiel de cet enfant, notamment parce qu'il obtient la note de 148, le score de 148 à l'indice de compréhension verbale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, juste cet indice-là qui dépasse ou atteint 130 suffirait à dire que Guillaume présente un haut potentiel, mais ce n'est pas toujours le cas, et parfois en tant que psychologue ou en tant que médecin, on peut on peut se poser des questions, savoir si on peut dire ou pas, si on fait une erreur en disant ou pas. En fait, c'est surtout l'analyse clinique du protocole qui va pouvoir nous donner des informations. Alors, je passe sur les détails techniques, mais l'indice d'aptitude générale n'est pas utilisable statistiquement parce qu'il y a une hétérogénéité aussi interne qui est trop importante. Voilà. Malgré tout, vous voyez, le haut potentiel me semble, moi, manifeste pour ce jeune garçon. Et ça peut être intéressant qu'à la fois on puisse voir de quel type de trouble il souffre si c'était le cas pour ses apprentissages, et en même temps pouvoir aussi lui proposer des aménagements qui pourraient l'amener à progresser ou à être mobilisé un petit peu plus que peut-être ses résultats scolaires ne le donnent. Alors, Zora Zerougui, conseillère pédagogique à ESSAGE, comme m'a présenté Marie-Pierre Bidal. Je fais partie du groupe de pilotage départemental sur les EIP et conseillère pédagogique auprès de Patrick Fontaine sur la circonscription de Soisy à ESSAGE. Florence Balitou, directrice de SECPA au Collège La Justice, également enseignante spécialisée et psychologue. Dans un autre département, j'étais psychologue scolaire. Voilà. Et directrice. Oui. Donc, la grille d'observation qui est en ligne sur le site de l'IA, en réalité, est un support d'observation et d'échange sur les situations où on suspecte, où on se questionne quant à l'existence d'une précocité chez un enfant. Mais c'est vrai qu'à elle seule, cette grille-là permet de se questionner, mais ne permet pas de poser le diagnostic, qui doit passer par une psychologue et le fameux WISC 4 et le QI. Les items. On a repris les items au moment de la présentation que je vais vous faire. Donc, on a repris l'ensemble des items qu'on a recatégorisés pour en remettre de l'ordre. Mais bon, vous les retrouverez au fur et à mesure de ma présentation. Elle regroupe donc deux particularités, les caractérisant le fonctionnement des enfants intellectuellement précoces. À la fois... Oui. Oui, parce que
sur la grille départementale, enfin, sur le document que nous avons mis en ligne, il y a une. On m'entend bien? Voilà. Sur le document qui est en ligne, il y a une grille d'aide au repérage. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques et nous allons vous présenter ces caractéristiques par une catégorie. Par deux types de catégories. Types de particularités. D'une part, les particularités psychologiques et comportementales. Et deuxièmement, ces items regroupés sous forme de particularités du fonctionnement cognitif. Et j'interviendrai ensuite, puisque Florence plutôt dans la partie psychologique et moi plutôt sur la partie pédagogique. Donc, comment mettre en place ces adaptations pédagogiques au regard de ces particularités. Donc, la porte d'entrée pour comprendre le fonctionnement des enfants intellectuellement précoces, c'est une porte d'entrée simultanée. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre en compte le fait qu'ils présentent une intensité de la pensée qui est hors norme, qu'on retrouve en général par un sens de l'observation qui est extrêmement acéré. Et puis, simultanément, on observe également une intensité sur le plan des réactions émotionnelles et affectives. Ce sont des jeunes, des enfants qui sont à fleur de peau, mais qui sont aussi paradoxales. On le verra ensuite un petit peu plus loin. Donc, au niveau de l'intensité de la pensée, pour développer mes propos, je dirais que ça se repère dans leur regard qui est particulièrement scrutateur. Ils ont une curiosité et une grande avidité de compréhension de tout ce qui recouvre les questions existentielles, de type l'univers, de type aussi l'évolution de la vie. Leur observation et leur jugement est également particulièrement acéré lorsqu'on prête un tout petit peu attention à leurs remarques. Ils sortent vraiment, on sent qu'il y a une maturité en tous les cas dans leurs remarques qui fait rupture par rapport à leur classe d'âge. Sur le plan de l'intensité émotionnelle, ils ont une particularité au niveau de leurs 5 sens qui sont exacerbés. Certaines études mettent en avant que sur le plan auditif, ils seraient capables d'entendre certaines fréquences que habituellement les autres n'entendraient pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette exacerbation émotionnelle entraîne, une exacerbation des 5 sens entraîne des turbulences sur le plan émotionnel qui est très difficile pour eux à maîtriser et qui est par conséquent à la fois l'intensité de l'observation et de la pensée et à la fois l'intensité émotionnelle et affective sont à l'origine d'une anxiété qui est diffuse parce que quelque part ils sont presque trop lucides par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Cette anxiété diffuse, il faut savoir qu'elle recouvre 2 aspects. Un aspect manque de confiance en eux. Alors, ça recouvre aussi les conséquences. Bon, c'est l'œuf ou la poule, on ne sait pas bien. Mais en tous les cas, donc, il y a un manque de confiance en eux, mais il y a aussi un manque de sécurité interne. Ce manque de sécurité interne, on le repère dans le sens où ils n'ont pas d'amortisseurs ou des faibles amortisseurs entre ce qui se passe autour d'eux et puis comment ils reçoivent les événements. Voilà, pour essayer de reprendre la main par rapport à cette difficulté à canaliser à la fois leurs pensées qui s'enchaînent à toute vitesse et également l'émotionnel, ils cherchent à reprendre la main en reprenant le contrôle. Et une de leurs caractéristiques est ce besoin de mettre en permanence du sens, donc de comprendre, se réapproprier la situation, mais aussi de maîtriser, de reprendre le dessus pour pouvoir fonctionner. Alors, une des choses qui peut attirer l'attention, et en tous les cas à chaque fois qui est vraiment révélatrice, c'est leur rapport au langage qui est très particulier. C'est-à-dire qu'ils ont une interprétation qui est littérale des mots. Tout est pris au premier degré, ce qui est assez paradoxal. Ils ont donc des difficultés d'ordre sémantique. Alors, je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on leur dit lâche ton stylo, eh bien, ils vous répondront non, c'est pas un stylo, mais c'est un crayon. C'est-à-dire que vraiment tout est pris au premier degré. C'est un problème au niveau des consignes à l'école.
Un exemple également, lors de situations problèmes, on leur demande donc de compter combien est-ce qu'il y a de pattes de moutons dans un troupeau, sachant qu'il y a tant de moutons. Un enfant EIP aura comme type de réponse « je ne peux pas savoir parce qu'on ne me précise pas s'il y a des moutons handicapés dans le troupeau ». Voilà. Du coup, eh bien, ils ne produisent pas de réponse parce qu'au démarrage, il y a une interprétation qui est différente d'éléments qui, au premier abord, sont très simples. Ce qu'on repère également, qui est une de leurs grandes caractéristiques, c'est un fonctionnement qui est paradoxal. Alors, paradoxe de la pensée, puisque celle-ci peut paraître, je dirais, inadaptée avec des réponses qui sont complètement à côté, des étourderies, sur les tâches qui sont simples, qui sont élémentaires, et puis l'instant suivant sur une tâche qui est plus complexe, eh bien, il peut y avoir des fulgurances et des pertinences qui interpellent l'enseignant. Et ce contraste-là, dans les réponses, est également un indicateur. On repère également un paradoxe de la réactivité émotionnelle et affective. Alors, il passe, je dirais, d'une position téflon, c'est-à-dire où tout glisse, où ils paraissent totalement indifférents, totalement insensibles, sur des faits qui pourraient faire réagir la majorité des élèves, des enfants, et puis l'instant suivant, sur une petite chose, mais qui a un écho particulier pour lui au niveau émotionnel, et bien là, on se retrouve face à des réactions complètement disproportionnées, il est hors de lui, et donc, et parfois même difficile à raisonner. Donc, on est sur un phénomène d'alternance entre des joies qui sont très expansives et l'instant suivant, c'est également le passage de l'un à l'autre. L'instant suivant sur un sentiment de grand désespoir avec une verbalisation d'idées suicidaires qui peuvent passer l'instant suivant. Ils se retrouvent à nouveau tout à fait guillerés quand ils sont confrontés à quelque chose qui leur fait plaisir. On est également face à un paradoxe des mécanismes attentionnels. Ils peuvent paraître hyper concentrés sur certaines tâches lorsqu'elles stimulent leur pensée. Et puis par contre, complètement ailleurs, absents le reste du temps. Et au niveau du comportement, ce sont des enfants qui sont de toute façon très difficiles à cerner parce que très labiles. Ils peuvent être perçus par l'observateur comme étant très autoritaires, impulsifs, indisciplinés, cherchant toujours à avoir le dernier mot, à avoir le dessus sur l'interlocuteur. C'est ce que je faisais référence tout à l'heure à ce besoin de maîtrise. Et puis à d'autres moments, paraître très vulnérables, très fragiles. Voilà. On pourra approfondir assez rapidement ces points-là et je passe la parole à ma collègue, Madame Zerougui. Alors, concernant les particularités psychologiques et comportementales, quelles réponses apporter? Avant d'y répondre, il convient juste de rappeler que l'enfant intellectuellement précoce, d'une part, est extrêmement dépendant du rapport affectif de l'adulte. Donc, s'il sent qu'il est aimé par son professeur, les résultats scolaires vont être... il va davantage investir, se mobiliser dans son enseignement. En revanche, il peut complètement se désinvestir s'il n'apprécie pas ou sent qu'il n'est pas apprécié par son professeur. Donc, il est extrêmement dépendant du rapport affectif et ça se ressent aussi dans ses notes qui peuvent être en dents de scie. Et comme il a un fonctionnement paradoxal, il est à la fois aussi, il a une très forte indépendance d'esprit qui l'amène à être davantage critique et donc à se rebeller plutôt qu'à se conformer. Alors, j'ai un exemple d'un élève de 6e, Pierre, cette situation a été relatée par un principal de collège qui conteste en permanence, qui est dans une attitude tellement contestataire. À la fois, il conteste l'autorité de l'établissement, du professeur, mais également les savoirs transmis. Car rien n'est pris pour argent comptant, et donc le savoir peut être également un jeu d'opposition. Alors, il avait contesté en histoire la déesse qui figurait sur son manuel, qui ne portait pas le nom indiqué. Donc, une contestation parmi d'autres, il a fini dans le bureau du principal
Et pour l'apaiser, échanger un dialogue avec cet enfant, ils ont fait des recherches. Et effectivement, cette déesse porte bien deux noms, le nom qui est sur le manuel et le nom que l'élève connaissait. Bon, ce qui est important dans cet exemple, ce n'est pas trop le nom de la déesse, puisque le principal n'a même pas retenu, je ne l'ai pas su, mais surtout de voir comment un élève à fort potentiel, avec des connaissances remarquables, a été exclu fait en sorte, de par son attitude, d'être exclu de cours. Et cette succession d'exclusions finit justement par des situations extrêmement préoccupantes, voire à des décrochages scolaires. Alors, quelle réponse l'établissement peut-elle apporter? C'est déjà de poser un cadre structurant pour assurer le IP. Qu'est-ce qu'on entend par structurant? C'est-à-dire une cohérence, des décisions concertées entre l'équipe pédagogique de sorte qu'ils ne trouvent pas la faille. Car si l'équipe en elle-même ne tient pas le même discours, alors là, c'est mort. Bon, donc c'est un minima, mais ce n'est pas toujours évident, je sais bien, mais c'est que les règles posées soient annoncées, clarifiées, et on s'y tient. De sorte qu'il va pouvoir de sorte que l'équipe va pouvoir faire preuve de tolérance, être bienveillante. Ça signifie dédramatiser. Dédramatiser son esprit de contestation. Dédramatiser quand il commence à s'emporter. Je sais que ce n'est pas facile non plus, mais de ne pas rentrer dans son jeu d'opposition. Et donc, on peut prendre, quand on peut, faire un peu d'humour. Voilà, en lui disant ah bon, la déesse, elle ne porte pas ce nom, qu'est-ce qui te fait dire? Voilà, et hop, on descend. Sinon, c'est une avalanche de rapports de force. Et comme il est au niveau de la justice, il est vraiment à fleur de peau, bon, bien, on essaye de descendre et on descend avec un peu d'humour. Et faire preuve de tolérance, c'est d'accepter que ces connaissances, on peut aussi les valoriser. Et le deuxième nom de la déesse, par exemple, aurait pu être au service de l'apprentissage et on aurait pu compléter le cours. Bon, c'est un exemple tout simple, mais c'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place, qui ne sont pas très coûteuses et qui permettent de désamorcer cet esprit de contestation qui peut aller très très loin. Alors, ah oui, alors coopération, pourquoi? Puisque ces connaissances, elles ne sont pas contre les autres, il n'est pas contre il ne fonctionne pas autrement que les autres et donc en opposition, mais ces connaissances peuvent être au service aussi de l'enseignement. Le lien avec les parents est à resserrer, de sorte que cette cohérence d'attitude au sein de l'établissement doit également s'élargir avec la famille pour être contenue. Il a besoin d'être apaisé, il a besoin de sentir que les règles posées sont structurées, elles sont sûres, et elles sont sûres de façon élargie, école et famille. Ça va lui permettre, ce que je disais, d'être contenu dans un cadre plus large et donc le rassurer. Voilà une des réponses possibles. La logique du fonctionnement EIP produit également des particularités sur le plan cognitif que je vais développer. Ainsi, la porte d'entrée également pour comprendre leur irrégularité dans les réponses qu'ils peuvent donner repose sur le fait que la mise en route des processus cognitifs ne s'effectue qu'à partir d'un certain seuil de stimulation intellectuelle. En deçà, le cerveau ne se met pas en route et donc on est face à une production de réponses qui peuvent être complètement à côté, voire qui peuvent paraître idiotes. Donc pour fonctionner, ils ont besoin d'une complexité, de trouver en tous les cas de l'intérêt à ce qui est proposé, d'avoir donc à la fois un contexte stimulant sur le plan intellectuel, mais aussi stimulant et bienveillant sur le plan relationnel, sur le plan affectif.
parce qu'ils ont également une forte sensibilité, comme je le disais, et lorsque le courant ne passe pas éventuellement avec certains enseignants, eh bien, ça peut bloquer cette mise en route aussi des processus intellectuels. Donc, on observe de l'agitation dans ces cas-là, de la rêverie, de l'ennui classique sur tout ce qui est activité de routine et d'entraînement. Et puis, un paradoxe au niveau de la mémorisation et des capacités d'attention qui peuvent être très sélectives. Donc, la grande irrégularité inexpliquée des résultats. Leur pensée est intuitive. Elle repose sur un traitement particulier de l'information qu'on appelle le traitement simultané. Pour vous permettre de comprendre cette idée, je vais passer par le traitement d'abord linéaire de l'information. C'est ce traitement-là qui est essentiellement sollicité dans les apprentissages scolaires. Et c'est un traitement de l'information sur lequel ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc l'enseignement scolaire fonctionne sur un raisonnement qui passe par différentes étapes. Le raisonnement déductif, où on arrive aux conséquences, le raisonnement inductif, où on arrive à remonter la chaîne pour aller jusqu'aux causes. L'EIP, lui, fonctionne de façon simultanée dans son raisonnement, c'est-à-dire qu'il a une approche d'emblée transdisciplinaire, il a une approche, je dirais, transversale, et surtout, il n'arrive à apprendre que s'il met du sens sur ce qui lui est présenté. Lorsque la pensée se met en route, son raisonnement est imaginatif. Donc ce type de raisonnement est adapté pour toutes les situations qui relèvent d'un versant complexe, pour toutes celles pour lesquelles l'approche systémique, globale et multifactorielle est la plus adaptée. Donc, elle ouvre la voie sur de nouvelles connaissances parce qu'il y a des liens qui se font et qui sont inattendus. Mais en même temps, elle est source d'échecs chez les EIP parce que face au travail scolaire, ce qu'on leur demande, c'est de fonctionner étape par étape et ça, ils n'y arrivent pas. Donc, les réponses se présentent sous forme impulsive, fulgurante. Ils répondent sans travail d'élaboration. Ils ont une pensée, comme on appelle, divergente, qui sera développée par ma collègue au niveau des adaptations. Non, qui ne sera plus adaptée. Bon, on verra. Voilà. Avec donc plusieurs solutions qui sont proposées en même temps. À chaque fois, donc, on lui pose une question, il y a toujours plusieurs réponses. Ça se bouscule toujours au portillon, si on peut dire. Il préfère donc être sur un mode déclaratif, de donner des réponses, et le fonctionnement procédural lui est difficilement accessible, ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'il est dans un rapport dichotomique au savoir. Il sait ou il ne sait pas. Alors quand il sait d'un seul coup, c'est évident, et lorsqu'il ne sait pas, eh bien, il ne sait pas comment faire pour trouver des stratégies qui lui permettront de répondre à cette question-là. Il se trouve très démuni. Donc, les conséquences sont observables également au niveau de la trace écrite, puisqu'il y a un décalage énorme entre ce qui peut produire à l'oral, spontanément, et la difficulté à mettre en forme sur le plan de l'écrit, parce que l'écrit nécessite un traitement linéaire de l'information. Et là, eh bien, du coup, les réponses écrites sont en général plutôt bâclées. Elles donnent peu d'éléments sur comment il a fait, voire pas du tout. Et puis, certains donc, développent des stratégies d'évitement pour éviter d'être confrontés à cette tâche-là dans laquelle ils ne se trouvent pas à l'aise. Et ça peut aller jusqu'au blocage. On observe également un déficit de la métacognition. C'est ce que j'ai plus ou moins expliqué déjà, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment il fait, duquel découlent des difficultés méthodologiques pour organiser son travail, structurer son raisonnement, accéder aux procédures, argumenter, tout ça, il ne sait pas faire, et même utiliser les outils, type affichage, type lutin, avec les règles pour s'aider, les règles voilà, qui sont utilisées pour s'aider. Là, eh ben, c'est pareil, il ne sait pas chercher, il n'arrive pas à le mettre à s'aider finalement face à la difficulté.
Ils font également difficilement le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. On appelle ça, dans le jargon psy, un déficit de l'inhibition des informations non pertinentes. Les mécanismes qui, en général, se mettent en place pour trier les informations qu'on reçoit pour rester concentré sur l'essentiel et sur son objectif, eh bien, ne se met pas en place. Ce qui favorise effectivement les idées novatrices parce qu'il a toujours un angle de vue qui est décalé, mais ça l'empêche de fonctionner lorsqu'on est sur des attentes normatives. Le mode de concentration est paradoxal aussi. Il est en lien avec ce déficit-là de l'inhibition des informations non pertinentes. Et parfois, il a besoin de fonctionner, certains ont besoin de fonctionner en double tâche, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur, de taper dessus, de faire des recherches sur Internet, en même temps que d'écouter le cours, et ou de dessiner, voilà. Enfin bref, il ne peut entendre qu'à partir du moment où il fait autre chose. Et d'autres, par contre, ont besoin de s'isoler, d'être coupés de l'environnement, parce que les mécanismes de concentration, parfois, sont aussi très labiles. Voilà. Donc l'ensemble de ces caractéristiques appellent des adaptations pédagogiques, et je repasse la parole à ma collègue. Alors, parmi les particularités du fonctionnement cognitif, on va commencer par les difficultés qui sont liées à trier les informations pertinentes et non pertinentes. Pour illustrer cette difficulté, je vais prendre un exemple de situation où on demande à un élève d'apprendre une leçon d'histoire. Alors, pourquoi l'histoire? Les leçons, 5, 6, 7, 8, 9 pages d'histoire à apprendre, à assimiler. Que va faire l'enfant? Il va apprendre, certes, comment? En premier, il va lire les documents, lire aussi ce qui est écrit sur son cahier, ou se relire si c'est lisible et si c'est possible pour lui, retenir les informations importantes d'après lui, et ensuite restituer sa leçon. Ça, c'est ce qu'on attend dans une situation d'apprentissage quelconque d'une leçon. Et ensuite, comme cet enfant a des difficultés à trier les informations pertinentes et non pertinentes, on va s'apercevoir qu'il va se perdre dans les détails et il va perdre de vue l'essentiel de sa leçon. Donc, au final, il va finir par se retrouver en échec. Ou alors, s'il refuse l'échec, parce que ça c'est très difficile aussi, accepter l'échec, il peut développer d'autres stratégies. Je vous laisse lire cette petite bande dessinée. Et donc, vous voyez que la stratégie mise en place, c'est de garder une estime positive de lui-même et donc de refuser le travail. Alors, pourquoi cet échec? Comme Florence l'a dit, les textes écrits sont... L'apprentissage à l'école est principalement linéaire et séquentiel. Donc, le texte est écrit, est organisé, les mots sont les uns après les autres et respectent un ordre. Et comme il a une pensée complexe, divergente et fulgurante, divergente, c'est-à-dire qu'il a énormément d'informations qui arrivent, énormément d'associations également d'idées. Vous parlez d'une notion en classe, et lui, cette notion, eh bien, ça va entraîner une autre notion, une autre notion, une autre notion. Donc énormément de sujets, et avec une telle rapidité, une fulgurance qui arrive très vite. Donc, faire le tri des informations, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose, dans un premier temps, qui peut être une des solutions possibles, c'est la carte heuristique. Alors, la carte heuristique qui vient du mot grec « je trouve », car l'objectif, c'est d'inscrire l'élève dans sa propre construction et élaboration de notions. En anglais, on dit « mind mapping », et tout simplement, carte mentale. C'est une carte qui organise les informations sous la forme d'un schéma, et ce schéma est en arborescence. Il a l'avantage d'être davantage associé au modèle de pensée de l'enfant intellectuellement précoce. Elle a un double avantage. Le premier, c'est dans sa lecture. Vous voyez, elle est synthétique, visuelle. On peut y mettre des mots, des symboles, des couleurs, des images. D'autre part, l'information
on part d'une information générale pour aller vers le particulier, les détails. Les informations sont reliées entre elles sans perdre de vue l'essentiel. Le deuxième avantage est dans son élaboration et sa création, car l'élève, en la faisant, en l'élaborant, en prenant les notions lui-même d'histoire, par exemple, hein, ou d'autres, il va être obligé d'organiser ses idées et de faire ce qu'on appelle des catégories. Donc il va commencer à prendre une première catégorie et décliner en sous-catégories, ce qui va l'amener à structurer et à organiser sa pensée. Alors, cette carte, elle mobilise à la fois la perception kinesthésique, il la crée, visuelle en la regardant et auditive en la récitant, ce qui va renforcer ses capacités de mémorisation. Et on peut penser qu'un texte, bien évidemment linéaire et séquentiel, il est hors de question qu'en classe on abandonne complètement cette présentation, mais complété sous forme ou traduit sous forme de résumé, de traces écrites par la forme d'une carte heuristique, peut aider l'élève aussi, qui fonctionne avec une pensée complexe, de pouvoir faire des va-et-vient entre les informations essentielles et les informations non essentielles. Je vous ai mis un exemple là en maternelle d'une recette, comment on est passé d'une représentation linéaire à un schéma en arborescence. Un peu plus complexe, on se noie dans les détails, mais l'avantage ici, c'est de montrer la catégorisation des moyens de transport, où effectivement, avec les couleurs, ceux qui vont dans les airs, l'eau, la terre, et ensuite des sous-catégorisations. Alors, il y a d'autres modèles de cartes heuristiques sur le site EduScol, donc notamment pour le collège. Alors ici, c'est ma carte heuristique. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête le diaporama un instant, que je remonte ma carte heuristique pour aborder une autre catégorie de mon intervention qui est débloquer l'écrit. Alors débloquer l'écrit, j'ai vu qu'il y avait une question un peu plus haut. Bon, je ne sais plus. Je vais en profiter pour apporter une petite réponse. Alors débloquer l'écrit, ici nous allons l'aborder non pas du point de vue des troubles, nous allons l'aborder uniquement quand on reçoit les travaux des élèves, on constate que ces travaux ne sont pas révélateurs de leurs connaissances et de leur niveau de compréhension. Que c'est souvent effectivement bâclé, voire désinvesti, il n'y a pratiquement rien d'écrit. Alors qu'ils n'ont pas de problème graphomoteur. Ils savent écrire. Seulement, ils ont une pensée très élaborée, divergente, fulgurante. Donc, ils pensent en années-lumière et ils doivent traduire leur pensée en mots au rythme d'une locomotive. La locomotive étant leurs mains. Donc, elles n'avancent pas aussi vite qu'ils aimeraient. Donc, je n'aborde absolument pas l'aspect rééducatif et trouble, puisque je sais que nous allons l'aborder sur l'aspect de la rééducation tout à l'heure. Il y a deux intervenantes pour cela. Mais je vais simplement intervenir du point de vue de l'enfant en classe. Quand il est face à sa difficulté, ça le freine, ça le ralentit, et il se perd dans les informations qu'il a à écrire, et il finit donc par bâcler son travail et désinvestir l'écrit. Dans un premier temps, pour rassurer, c'est important de distinguer le contenu et la forme. Le contenu est celui qui nous intéresse pour vérifier, pour évaluer, pour rendre compte, faire émerger les connaissances de l'élève. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a compris cette notion? Voilà. Donc ça, c'est la compétence qui nous intéresse et non pas la manière dont il va rendre compte de cette compétence. Alors le contenu, on peut essayer de on peut favoriser des écrits qui rendent ces connaissances, soit par des exercices photocopiés,
Quand on voit que c'est long, c'est fastidieux, qu'il n'y arrive plus, bon, ben, on peut simplifier un petit peu la tâche. Et des exercices photocopiés de type à trous où il est amené à réfléchir à la réponse plutôt qu'à la manière d'y répondre. Ensuite, on peut lui proposer aussi un QCM, questionnaire à choix multiples. Surligner les réponses. Par exemple, j'ai assisté à une séance en français où il fallait identifier les types de phrases. L'enfant passait beaucoup de temps à recopier les types de phrases, alors que les surligner tout simplement permettait de vérifier s'il avait compris ou non la notion. Une interrogation orale, il peut aussi donner sa réponse oralement, soit à l'adulte, soit à un père qui peut ensuite noter, donc sous forme de la dictée à l'adulte. Et je sais, avec ménagement, de façon particulière, mais à envisager, pourquoi pas un ordinateur. Ensuite, ils n'ont pas de difficulté graphomoteur, quoi qu'il en soit. Il faut ne pas perdre de vue que l'activité d'écriture est aussi importante. Mais on va distinguer, on va faire ça à un autre temps. Non pas au service de la pensée, puisque ça ne suit pas, mais sur un temps, par exemple, où on va demander à l'enfant de se concentrer exclusivement sur le geste graphique. Exemple en copie. De sorte qu'il n'est pas en train de savoir ce qu'il va écrire, mais il fait attention à ce qu'il a à écrire. Et comme il manque de rigueur, de soin, on peut mettre en place des ateliers, des soutiens méthodologiques pour l'aider à s'organiser dans son cahier, dans son classeur, voire même dans sa case, pour l'élémentaire. Voilà pour l'aspect débloquer l'écrit. Je reviens sur le diaporama. Et là, nous allons poursuivre, puisqu'il manque de rigueur et de méthode. Florence nous a dit qu'il ne partageait pas les mêmes implicites. Il prend tout au premier degré. Il a une interprétation littérale des mots. Et donc, il a besoin d'une précision absolue. Et donc, il faut l'aider à se représenter clairement le travail attendu. Comment? Ça passe par une démarche explicite de l'enseignement. Il s'agit, en dehors de l'objectif d'apprentissage et de la consigne, c'est de poser un ensemble de questions, tout un questionnement qui va ainsi permettre d'apporter une clarté à l'élève et en même temps l'enseignant de vérifier si l'enfant peut faire un certain nombre de tâches. Alors, les questions, je les ai mises en rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? La première question, une fois que la consigne a été lue, on peut demander de reformuler pour vérifier qu'il n'est pas parti sur autre chose. Donc, la reformulation est une étape nécessaire, de sorte de vérifier s'il se représente le travail attendu. Une fois qu'effectivement, il se représente ce qu'on attend de lui, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que là, il peut s'organiser, avoir les étapes de son travail, planifier? Ensuite, par quoi tu vas commencer? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir démarrer? Et à la fin, quels sont les outils qui vont t'aider? Est-ce qu'il est capable de travailler en autonomie? Donc, c'est un ensemble de questions qui va permettre de rendre explicite la tâche. Alors, dans un premier temps, ça se fait effectivement oralement, mais c'est aussi de rendre explicite le travail attendu par des fiches. Là, ici, nous avons une fiche de lecture qui est présentée de façon linéaire et séquentielle, de sorte que l'élève, quand il a un travail à faire, qu'il ait une sorte de guidage, qu'il ne soit pas livré dans ses pensées, qu'il ait un appui visuel, des accroches visuelles, étape par étape, il barre. Ou alors, on peut lui proposer également une tâche davantage présentée sous forme d'une carte heuristique. Et donc, il a des recherches à faire, des recherches en dictionnaire,
Voilà. Et là, c'est à lui de planifier son travail. Mais ce qui est très important, c'est de voir que le travail doit être mené à terme et rendre compte de son travail. Nous avons aussi des situations où qu'est-ce qu'on attend de l'enfant au niveau de fixer des objectifs. Voilà ce qu'on attend de ton cahier, que les feuilles soient bien collées. Enfin, on prend un objectif. Et ce qui va être important, c'est de rendre compte de cet objectif et de faire le point avec le professeur. Alors ici, bien sûr, c'est un trimestre, premier trimestre, mais c'est beaucoup trop long. Certains enfants ont besoin de faire le point avec leur professeur sur ces objectifs, des temps de rencontre, un échéancier, de sorte qu'on ne les lâche pas et qu'on fasse un point qui soit formalisé. Les réponses intuitives et impulsives, effectivement, il n'a jamais appris à apprendre. Il sait lire à 5 ans, à 6 ans, il sait résoudre des problèmes de situation de la vie. Mais comment tu sais tout ça? Il sait qu'il sait, tout simplement. Donc, il faut l'aider à explorer ce qu'on appelle son processus de raisonnement. Alors, l'aider à prendre conscience, comme l'a dit Florence très rapidement, sur les stratégies d'apprentissage. Comment tu le sais? C'est là qu'il va répondre, ben, je le sais. Mais surtout à la question, comment tu as fait? À partir de là, c'est plus la même chose. Un résultat trouvé nécessite non pas tout de suite de valider le résultat. Il ne s'agit pas de dire « Ah oui, c'est ça ou ce n'est pas ça ». C'est un résultat trouvé. On va vérifier comment on fait pour trouver ce résultat. Et là, on met en place tout le processus, la démarche, la procédure qui permet de l'atteindre. Et c'est sur ces procédures-là qu'il va pouvoir s'en appuyer. Et la fois prochaine, s'il ne sait pas, il sait qu'il va pouvoir s'appuyer sur ces procédures. Les aménagements possibles, alors, il y a possibilité de suivre certaines disciplines dans une autre classe. Des décloisonnements par matière, c'est ce qu'on trouve le plus souvent en élémentaire. Donc, on peut travailler la compréhension de lecture et on fait des groupes de niveaux. Trouver sa place dans une classe à double niveau. Personne référente pour dialoguer et écouter, c'est ce que vous a dit tout à l'heure Monsieur Delamarre. Ce serait intéressant effectivement dans chaque établissement, dans chaque école qu'il y ait une personne ressource. L'inscrire dans des ateliers complémentaires, culturels, sportifs et scientifiques, car il a besoin d'être nourri. Et l'inscrire dans des activités de délégués, tutorat, responsables de projet, afin qu'il soit davantage en coopération avec ses pairs et rompre avec la compétition.